Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Cela devait bien arriver un jour, mais voici la dernière partie de la conférence que j'ai pu donner sur Discord, sur le serveur du club AMHE, les Wyverns et les Néodoviens. Cette partie va traiter de ce que je pense être l'erreur de la spécialisation en termes de pratique martiale ou de sport de combat. Et nous arriverons gentiment vers la conclusion. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter et diffuser un maximum afin de faire connaître et reconnaître les arts martiaux français aux gens que vous connaissez. La spécialisation, une erreur fondamentale. Alors, donc toujours pareil, je répète, je ne m'attaque pas aux personnes, je m'attaque à un système ou une vision. Ouais, voilà, une vision. Les racines du mal. Ben, pour moi, la racine du mal de la spécialisation, c'est ce qu'on appelle la rentabilité par rapport à un objectif donné. Et cet objectif donné est souvent, alors c'est souvent du sport, hein, et c'est souvent de la compétition. L'objectif donné, c'est d'être le meilleur en suivant les règles de la compétition, en arrivant jusqu'au bout de la règle pour pouvoir gagner. Et parfois, ces règles vont à l'encontre du principe de survie. Et donc, du coup, en suivant ces règles, on va soi-même à l'encontre de ces principes de survie, les principes fondamentaux. Et du coup, on s'éloigne, on peut le voir quand on avait la vidéo sur l'escrime, où les deux se sont jetés pour savoir qui allait toucher le premier, mais en vérité, il y a deux morts. Mais suivant les règles, qui nient le principe fondamental de la survie, c'est le premier qui touche qui a gagné. Alors que normalement, c'est je touche et je reviens de suite en garde pour me garantir, pour pas me faire toucher moi-même. Voilà. Pour moi, la racine du mal, c'est pas la compétition ou le sport, la racine du mal. Ce sont les règles qui ont été établies et qui sont dans la négation du principe fondamental de la survie du tireur. Du moins de sa survie ou du fait qu'il ne pâtisse pas si un jour il avait vraiment une affaire sérieuse à l'épée et que il y a une forte chance qu'il meure avec son duelliste. Peut-être que le duelliste, l'autre, il connaîtrait un peu mieux les principes fondamentaux et le pur sportif olympique se jetterait sur son adversaire pour toucher le premier et puis il y aurait une feinte ou une esquive et puis il se ferait embrocher parce que l'autre a compris que d'abord il faut qu'il se sauve lui-même avant d'attaquer. Donc pour moi, la racine du mal, c'est pas le sport, c'est pas la compétition, c'est la négation par la mise en place de règles qui favorisent un aspect plutôt que l'autre, favorisent le spectacle. Et ça peut se comprendre aussi. Hein. C'est très difficile de vendre des places de compétition si chaque assaut dure 10 secondes ou 20 secondes. Effectivement, les gens vont dire c'est nul. Ben oui, parce qu'en tant que spectateur, c'est nul à regarder. Mais du vue de la personne qui est au milieu, lui, en fait, ces 10 secondes, elles vont paraître des heures pour ça, ou des minutes. Voilà, on peut pas concilier le spectacle et la réalité, on va dire, le fondamental de l'art martial. Donc, pour moi, la racine du mal, c'est ça. Puis après, on rajoute le fric, donc gagner du fric, le spectacle. Et après, je pense qu'il y a des niveaux psycho, il peut y avoir des gens qui ont des choses à se prouver. Et donc, du coup, ils vont à fond là-dedans. Alors, il y a Henri Play c'est le premier 9e ou 10e dan de France, hein, et même le premier 9e dan étranger, hein, qui n'était pas japonais. Il a dans ses livres, il y a une phrase qui m'a fait marrer parce qu'il explique très souvent, les grands champions du monde sont des gens qui sont morts des dizaines de fois dans les compétitions qu'ils ont perdues. Et c'est exactement ça. J'ai trouvé ça assez amusant. Alors, la persistance dans l'erreur, c'est de savoir que, comment expliquer ça, c'est que de ne rien faire pour changer la donne, tant au niveau peut-être du pratiquant, ou le fait de continuer à faire les règles qui ne favorisent pas la survie au profit de l'attaque.
Parce que c'est ça, en fait, le truc, il est là, c'est qu'on ne favorise pas la survie. Pourquoi une parade bien exécutée ne rapporte rien, alors qu'une attaque mal faite rapporte 1 point? Pour moi, la persistance dans l'erreur, c'est ça. On pourrait corriger les règles en disant, j'ai vu des règles d'assaut de boxe française du 19e, où le tireur qui prend un coup alors qu'il a les bras collés au corps, eh ben, sa touche est comptée. Il est compté comme touché parce qu'il n'a pas fait de parade. Il a pris le coup. Donc, pour sortir de ce système, limite, on serait en dire, il faudrait qu'une parade bien faite donne autant de points qu'une attaque mal faite, ou bien faite. C'est-à-dire que quand je sais me protéger, ben, ça veut dire que je suis dans la connaissance des choses, donc j'ai gagné 1 point. Donc, on veut dire, oui, voilà, compter les parades comme les parades bien réalisées, comme une attaque bien réalisée. À mon avis, ça pourrait être une solution, plutôt que de favoriser que le premier qui touche. Il y a toujours, j'en parlais beaucoup avec quelques copains là, ils expliquaient cette histoire d'afterblow là où le gars se fait toucher pour retoucher derrière. Ben voilà, ça vaut pas. Il faudrait même limite donner plus de points sur une parade riposte que sur une riposte pure en ayant pris le coup. J'arrive pas à comprendre qu'on accepte de prendre un coup pour avoir peut-être l'idée de faire plus mal derrière. Ouais, voilà, d'accord. Pour le ferait le sabre, c'est la règle de priorité de l'attaque. On ne compte presque pas les doubles. Mais c'est ça, le problème c'est ça. Alors que normalement, il faudrait compter le double si dans un délai, je vais dire des bêtises, mais dans un délai de 2 secondes, l'autre est touché aussi, ou dans l'instantané, les deux sont touchés, ben, ça veut dire qu'il y a 2 morts. Donc la touche, elle vaut rien, quoi. Je pense que le vrai problème, c'est qu'il y a une priorité à l'attaque et pas une priorité à la survie. Mais après, je me trompe peut-être, hein. Ok, l'afterblow fait partie de la pratique histo, ok. À l'épée, on privilégie la seconde intention contre car le double compte. Ok. Ouais, voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est vrai que c'est pas des mondes où j'évolue, donc je vois ça avec un œil extérieur et je connais peut-être pas tous les tenants et aboutissants. Mais de moi, de ce que je comprends, j'en suis arrivé à cette conclusion. Notamment dans les pratiques de salle 16e. Ok. Donc l'acceptation de se faire toucher pour toucher derrière. Ouais, non, moi personnellement, j'ai jamais vu ça dans les traités 19e, ça n'apparaît jamais. Hein. Ou alors c'est un piège et il y a une parade quand même derrière pour pouvoir faire une saisie. Ok, d'accord. Ouais, il faudra que je me renseigne là-dessus, parce que moi j'ai trouvé nulle part ça actuellement. Mais oui, si tu le dis, il faudra que je me renseigne là-dessus. Alors après, une des erreurs fondamentales, c'est la perte des repères et des principes fondamentaux. Ben, c'est ce que je disais. Voilà, le principe fondamental, c'est la survie du tireur. Tu pourras m'envoyer les traités qui correspondent en message privé, comme ça je verrai à quoi ça correspond. Que je puisse étudier ça avec Superfab et Henri. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez intéressant. Ok, Meilleur et Mantillino. Ok, je regarde ça. Donc la perte des repères et des principes fondamentaux, ben voilà, pour moi, c'est ce que je pense, c'est oublier que la survie du tireur est prioritaire à la victoire. Parce que si on survit pas, même si on a gagné, ben on survit pas. Donc on a perdu. Et donc pour moi, ça fait partie d'une erreur, des erreurs fondamentales. Ensuite, l'incompréhension de certaines techniques ou approches. Alors effectivement, ça c'est lié au matériel. Très souvent, c'est lié au matériel ou à des interdits de règles, des interdictions. Exemple personnel, quand je commençais à lire Joseph Charlemont, il y avait des techniques que je comprenais pas, notamment le pivot sur le talon. C'est un truc, j'avais jamais appris ça, et on m'avait toujours déconseillé de faire un pivot sur le talon parce que ça n'apportait rien, voire ça apportait du déséquilibre. Et le maître, il dit qu'il faut le faire. Et là, vraiment, dissonance cognitive. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis procuré une paire de brodequins, une copie de brodequins de l'époque, et j'ai appliqué les préceptes du maître. Et effectivement, quand on a des chaussures qui correspondent au temps du maître, à l'époque du maître, les conseils qu'il donne, ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Et en plus de ça, ça augmente la vitesse de rotation,
ça permet de jouer au millimètre sur certaines distances, des coups qui ne passaient pas quand on faisait les pivots sur la pointe de pied. Et donc voilà, l'incompréhension de certaines techniques et donc l'abandon de certaines techniques parce que elles ne sont plus efficaces parce qu'on n'a pas les bons outils. L'exemple aussi, c'est le coup de pied bas, est quasiment plus pratiqué en savate, en SBF, tout simplement parce qu'avec des chaussures molles et des protèges tibia, le coup de pied bas n'a quasiment plus aucune utilité. L'existence du coup de pied bas, c'est de casser le tibia, véritablement. Donc, mais ça, on peut le faire uniquement si on a une chaussure dure. Si on a une espadrille, on va se faire mal aux pieds. Et si en plus de ça, l'autre a des protèges tibia, ça marche plus. Ça ne marche plus. Donc, vu que c'est exactement la configuration actuelle sportive, le coup est abandonné, il n'existe plus. Et quand on le montre, les gens ne connaissent pas cette technique. Alors, c'est pour ça que pour ma part, mes élèves, je leur fais faire un saut sans protège tibia. On l'a fait quand j'ai pratiqué la BF, mais il a bien dit que c'était devenu rare. Oui, alors c'est devenu rare. Alors pour moi, c'est le premier coup de base. Moi, je l'appelle le roi des coups de pied. C'est le premier coup de pied à apprendre, le coup de pied bas. C'est vraiment la base, quoi. On peut pas faire le premier coup de pied, c'est le coup de pied bas. Il y a rien d'autre. Il y a très peu de ressources utilisées, vitesse explosive et utilité. Ça marche. Très peu de gens, on pense, s'ils savent pas éviter, ils le prennent plein fer. Eh oui. Alors sans protection, c'est clair que tu penses d'abord protéger avant d'aller à la double. Ça c'est clair. Et c'est pour ça que pour les assos dans mon club, les assos se font sans protège tibia. Alors ils ont des chaussures molles, mais ils sont sans protège tibia. Et franchement, les mecs ils dansent, quoi. Les mecs ils dansent parce qu'ils savent que prendre un coup de pied bas, ça fait très très mal. Et il faut pas le faire. Il faut pas on n'encaisse pas un coup de pied bas. Véritablement, avec une chaussure et des semelles en cuir bouilli, vous n'encaissez pas le coup de pied bas 2 fois. Ou alors la première fois, vous avez une très forte maîtrise de la douleur, mais la deuxième fois, au même endroit, vous avez littéralement l'os, il est à nu. L'os est à nu. Donc du coup, il y a des techniques qui disparaissent parce que on ne les comprend plus, l'outil employé n'est pas adapté, ou l'ajout des protections le rend caduque. Et à côté de ça, il y a des nouvelles techniques qui apparaissent, qui ne sont pas du tout décrites dans aucun des traités que j'ai pu lire, pour le moment. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il y a notamment il y a le coup de pied, ce qu'on appelle le revers frontal. Ce coup de pied n'existe pas dans les techniques anciennes, tout simplement parce que ce coup de pied, si vous le faites, vous prenez un coup de lutte monumental par celui qui sait le voir. Vous vous faites attraper la jambe, c'est un balayage direct, ou c'est une saisie, c'est un enfourchement, enfin, l'autre, vous donnez votre jambe littéralement, et vous faites exploser. Donc, il y a des techniques qui apparaissent parce que la dimension polytechnique a disparu, et que ce type de coup de pied, oui, effectivement, ça marche quand il n'y a pas de lutte, mais quand vous le faites exploser. Mais ça, c'est impossible de le savoir si vous n'avez pas goûté le reste. Et c'est pour ça, il faut goûter le reste. Il faut savoir si les épinards c'est bon, il faut savoir si les carottes bouillies c'est bon, il faut savoir si le bœuf stroganoff c'est bon. Et à partir de là, vous pourrez voir effectivement, si on met des carottes dans le bœuf stroganoff, c'est aussi bon, mais des épinards c'est pas tip top. Enfin voilà. En gros, il faut, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment ouvrir son esprit à la pratique et ne pas rester spécialisé dans une chose, parce qu'on passe à côté de choses, on passe à côté de connaissances et de compétences primordiales. Alors là, après, on continue un petit peu dans la descente aux enfers, c'est ce que j'appelle la régression technique et la recherche de nouveaux modèles. Vu que on est coupé de l'origine, de la vision d'origine et de la pratique d'origine, et de pourquoi ça a été mis en place, et bien du coup, on ne comprend plus les gestes. Donc, il est très difficile d'expliquer à des gens des gestes que l'on ne comprend pas soi-même. Et du coup, au bout d'un moment, on les explique plus. Donc, ils disparaissent. Pouf, terminé. La technique meurt et donc on arrive à une régression technique et on arrive donc à 1 ou 2 coups de pied et 2-3 coups de poing, et parce qu'on sait que dans un cadre de règles très spécifique, c'est les seuls qui marchent bien. Et les autres n'existent plus.
Et donc du coup, on arrive à une recherche de nouveaux modèles. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc là, en gros, cette vidéo, c'est sur l'ouverture de la boxe française Savate en Chine. La savate ou boxe française est une forme de kickboxing. No, God! No, God, please, no! 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 Utilisant un éventail de coups de pied et de coups de poing. La savate se pratique avec des gants de boxe et des bottines spécifiques à la savate. Donc voilà, il y a quelques années, ils essayent de développer ça. Et le gars qui fait le reportage, il dit que la savate boxe française est une forme de kickboxing. Et moi, ça me met de l'urticaire, quoi, ce genre de truc. Ça me met de l'urticaire. Parce que la boxe française, c'est pas une forme de kickboxing. La boxe française, c'est une amélioration de la savate, mais la savate, elle doit rien au kickboxing. En fait, ils se sont jamais croisés avant, quoi. À part maintenant, ça s'est jamais croisé. Il n'y a aucun rapport entre le kickboxing et la savate, tout simplement parce que la savate, c'est avec des pieds armés et des chaussures. Et le kickboxing, on est pieds nus, avec des gants de boxe anglaise. La savate, on met des gants quand on veut pas se faire mal, mais normalement c'est à main nue. On frappe à main nue et il y a des coups de lutte. Il n'y a pas de coups de lutte dans le kickboxing. Et en fait, on en arrive à croire, on fait croire aux gens, tout simplement parce qu'on ne sait pas de quoi on parle, on fait croire aux gens des choses qui sont fausses. Et moi, franchement, ça m'hérisse le poil parce que c'est une arnaque, c'est un mensonge. Hein. La savate et la boxe française ne sont pas une forme de sport de combat. Hein, non. La boxe française et la savate, c'est un art martial de défense civile et qui peut être adapté dans une optique de sport. Mais c'est pas une forme d'autre chose. C'est bien à part. Ça a besoin de personne pour exister. Ça existe de fait par soi-même. Ça s'est développé tout seul. C'est arrivé, c'est arrivé parce que ça devait arriver, mais il n'y a pas un professeur de kickboxing qui est arrivé à la fin du XVIIIe siècle pour dire je vais vous apprendre la savate. Ça s'est pas passé comme ça. Et c'est faux. Et le problème, c'est que l'ignorance de l'histoire et de la tradition amène les gens, parce que les gens ont toujours besoin de savoir d'où ils viennent, hein, d'une manière générale. Et du coup, ils vont chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas trouvé chez eux. Là, donc du coup, ils se créent des liens de parenté avec des choses qui n'ont rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est un véritable drame. Donc voilà, la régression technique et la recherche de nouveaux modèles, voilà, tout ça, c'est la conséquence de tout ce que je vous ai montré plus haut, et ça vient à la base du reniement d'une certaine forme de réalité qui fait que c'était pas de sport. Les arts martiaux français n'ont jamais été conçus dans une optique de sport, ou quand c'était un sport, ils le disaient, ça s'appelait un jeu. Et c'était quoi là, il y a le jeu de lutte, le jeu du chausson, le fleuret, c'était une forme de jeu d'escrime. Et il le savait à l'époque que c'était du jeu. Il l'appelait comme ça, il l'appelait pas sport, il l'appelait jeu. Et le reste, c'était pas du jeu. Ils appelaient pas ça art martial, mais ça s'appelait escrime de pointe, savate. Le mot se suffisait à lui-même. Quand on parlait de dire je fais de la savate, je fais de la savate, je fais pas du chausson. Alors, mais que penser de la BF actuelle? Faut-il tout jeter? Alors, c'est compliqué. En fait, ils vendent quelque chose qui est faux. Techniquement, moi je l'appellerais du French kick. Du French kick. À un moment, ils avaient même lancé un truc qui s'appelait le Shoss Fight. Et c'était une espèce de... C'était un peu tout en même temps, hein, avec des chaussons. Et effectivement, le Shoss Fight, utiliser le terme de chausson était vraiment le plus adapté. Alors même si même ta question, je vais jeter encore plus loin. Que penser de l'ABF actuelle? C'est pas de l'ABF, stricto sensu, c'est de l'adresse. C'est de l'adresse française, c'est pas de la boxe, tout simplement parce qu'il n'y a pas de lutte. Est-ce qu'il faut la jeter? Non. De toute façon, eux, ils sont dans leur monde. Hein, moi, je suis dans mon microcosme. Eux, ils sont dans leur monde à eux. Et effectivement, jamais, à mon avis, jamais ça ne reviendra en arrière. Ils continueront leur truc et ça s'agglomérera avec
tout le reste des sports de combat. Un jour, on aura peut-être ils vont réinventer l'eau chaude en faisant une espèce de boxe française MMA, mais en fait, non, ils auront fait juste un tour complet pour revenir à ce que c'est la savate et la boxe française. Donc, dans le terme, l'ABF, c'est pas de l'ABF, c'est de l'adresse. Faut-il tout jeter? Non, c'est une autre chose. C'est parti sur notre chemin et c'est comme ça, c'est parti. Et c'est pas moi tout seul avec mes petits bras qui ferait changer la donne. Donc tout ce que je veux, c'est me dire attendez, il y a cette façon de faire, mais il y a aussi autre chose. C'est pas parce que vous connaissez pas que vous n'allez pas aimer. Venez goûter, vous verrez que c'est aussi sympathique et c'est une autre façon de faire. Voilà. Mais tout jeter, de toute façon, c'est impossible. Mais après, bon, il y a des faits. Hein, c'est que moi, je connais pas de petits gamins qui rêvent de devenir champion du monde de boxe française. J'en connais qui veulent être champion de kick, de MMA, qui veulent être champion de boxe anglaise, mais je connais aucun gamin qui rêve de devenir champion du monde de boxe française. Ouais. Et ça, je pense qu'il faudrait peut-être le réfléchir. Il y a eu un très bon article de Libération sur ce que devient la boxe française actuellement. Et le constat est pas fameux. Hein. Le constat est pas fameux. Alors, une personne qui vient de la BF moderne aura tout de même des bases pour la savate. Faut le dire vite fait, parce que ça va vraiment lui faire bizarre. La garde n'est plus la même. On sautille pas sans cesse sur place. Là, ça faut oublier. Les déplacements n'ont rien à voir. Les techniques aussi. Il faut réapprendre à frapper. Il faut réapprendre les distances. Il faut boxer sans les grands gants, donc il faut apprendre à parer. Il faut plus grouper les bras contre le corps. Une personne qui vient de la BF moderne, il va lui falloir au moins une saison pour bien intégrer cette nouvelle vision. S'il sait s'adapter, du coup, oui, il faut qu'il sache s'adapter. Oui, ça c'est certain. S'il est buté, c'est mort. Eh bien, disons que je vais vous expliquer comment j'ai découvert la boxe française traditionnelle et les AMHE par voie de fait. En fait, donc je faisais partie de la SBF et mon prof un jour il nous fait aujourd'hui je vous propose de faire un cours sur les coups anciens, sur ce qui se faisait avant. Bon, moi je trouvais ça intéressant et donc il nous a montré quelques techniques qui n'étaient pas vraiment des vraies techniques du 19e, hein, parce qu'il y a eu une interprétation au fil du temps. Mais je sais d'où viennent ces techniques par rapport au maître et je sais d'où ça vient. Bref. Et moi, j'ai trouvé ça excellent, futur. Et c'est ce qu'on m'a dit, quand je parlais de mon projet au niveau de l'affilié, c'est ce qu'on m'a dit textuellement, que c'est mort, que personne ne voudrait faire ça parce que c'est nul. Et si on le lit, là, on se dit, non, mais la savate moderne, c'est fini, je n'en ferai plus. Parce que c'est tellement étriqué, c'est tellement fermé, c'est tellement, c'est vraiment, c'est plus que des ornières, quoi. Et du coup, à partir du moment où on a goûté aux fruits interdits, c'est mort, quoi. Parce que ça amène sur la canne, ça amène au bâton, ça amène à la lutte. Et là, et donc, quand on fait la canne, il part des principes d'escrime. Donc, du coup, on va goûter l'escrime et c'est mort. À partir du moment où on est infecté par le truc, revenir en arrière, pour moi, en tout cas, c'est impossible. C'est impossible. Et quand des fois, j'ai eu l'occasion de tirer avec des mecs qui sont restés purement SBF dans d'autres clubs, hein, et que moi j'applique mes principes traditionnels, et ils n'y arrivent pas, ils sont bloqués, ils n'y arrivent pas. Ils comprennent pas comment ça fonctionne. Ambidextrie, varier les hauteurs, les enchaînements, les feintes, les déplacements particuliers, de pas sauter sur place pour rien. Enfin, c'est des trucs, ça les trajectoires qu'ils connaissaient pas. Enfin voilà, ils sont complètement paumés. Et non, une fois qu'on a goûté au truc, c'est très compliqué de revenir en arrière. Par contre, on est quand même infecté par des techniques de BF modernes. Et ça, notamment, c'est le fouetté bas. Moi, c'est vraiment une horreur, le fouetté bas. Parce qu'il n'existe pas à l'époque. Je l'ai pas trouvé. Tout simplement parce que c'est pas écrit, mais je pense que la parade, donner un coup de genou dans la cheville de celui qui vise votre jambe, avec une espèce de fouetté bas, vous prenez un coup de genou dans la cheville, c'est fini. Vous voulez plus donner de coup de pied. Et il n'y a rien qui interdit les parades tibiales à l'époque. Ils en parlent pas, mais il n'y a rien qui l'interdit. Il n'y a rien qui interdit de mettre un chassé dans la jambe qui attaque et de casser la jambe en tapant dedans, quoi. Et ça, c'est le genre de trucs qui sont interdits par les règles. Donc ils le font. C'est interdit de faire les parades tibiales sur un fouetté bas, mais c'est pas agréable quand on prend un bon blocage. Alors pareil, le blocage, faut savoir le faire.
Parce que si vous le faites sans protège tibia, vous avez le tibia, il déguste un peu. Enfin voilà, c'est des trucs techniques qui s'engrainent, hein, et il faut bien étudier tout ça. Si vous avez des questions, allez-y, parce que ben voilà, qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ce charabia? Voilà, vous avez eu tout ce que j'en déduis, c'est ça, hein, c'est toute la conférence. Et c'est signé par le capitaine France. Donc si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir.